Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte aux entreprises. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Florian Gobert. Comment ça va, Florian ? Bonjour Thomas, ça va très bien, merci. Alors, merci de m'accueillir ici. Est-ce que tu peux nous dire où on est ? Déjà, merci de nous avoir rejoints. Nous nous trouvons dans la salle de réunion de la CCI Formation ESC, donc qui est un organisme de formation qui se trouve à Nancy, à Laxou précisément. Parfait. Alors, on est à Laxou, on enregistre ce podcast dans La Clanche. Est-ce que tu écoutes pas mal de podcasts, dis-moi ? Oui, j'écoute pas mal de podcasts, exactement, oui. J'écoute des podcasts notamment quand je me déplace de lieu en lieu, et j'écoute des podcasts sportifs, comme ceux de l'équipe, ou ceux du Monde, ou d'autres podcasts, oui. On est donc, comme tu l'as dit, ici à la CCI Formation. Pourquoi on est ici ? Parce que tu es formateur, parce que tu es ingénieur pédagogique également. C'est ça. Alors, rapidement, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Je suis formateur depuis à présent une vingtaine d'années. Donc j'interviens pour différents organismes de formation, différents clients, puisque je suis indépendant. J'interviens donc à la CCI Formation ESC. J'interviens pour d'autres organismes de formation. J'interviens aussi, par exemple, pour l'Université de Lorraine. Mes domaines de prédilection concernant l'enseignement sont la communication, l'organisation du travail et aussi le management d'équipe. Par ailleurs, donc, comme tu l'as dit, j'ai une autre casquette qui est celle d'ingénieur pédagogique pour laquelle je monte en fait des formations, je conçois des formations après que je propose aussi à des organismes de formation. Est-ce que c'est, alors ingénieur pédagogique, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment quand j'ai justement fait mes recherches par rapport à ton profil. Est-ce que c'est un métier qui est assez récent ? Alors, c'est un métier aujourd'hui qu'on peut considérer comme récent, effectivement. C'est un métier qui a été pensé au milieu des années 2010. La définition de l'ingénierie pédagogique, en tout cas en France, ça s'est stabilisé aux alentours des années en 2015. Mais en fait, très concrètement, c'est la crise sanitaire qui a accéléré les besoins de ce métier dans les organisations. Si je comprends bien, c'est un rôle qui est devenu prépondérant dans les organismes de formation, surtout avec la multitude d'organismes qui existent aujourd'hui. Alors, je dirais pas que c'est devenu un rôle prépondérant, en tout cas pas encore, en tout cas pas suffisamment à mon goût. Actuellement, l'organisation des cours repose principalement, on va dire, sur le prof ou le formateur. Donc en fait, le formateur va créer son cours, va penser la progression pédagogique en direction des étudiants ou des élèves, et il va penser donc le cours, les évaluations, les corrections, ainsi de suite. Le problème, et ça j'imagine qu'on l'abordera un peu plus tard, c'est qu'avec la crise Covid est apparu, en tout cas a été mis au devant de nouvelles modalités de formation. Donc aujourd'hui, non seulement le prof ou le formateur va devoir penser son cours, mais son cours en présentiel, son cours en distanciel, son cours avec les étudiants face à face, son cours avec les étudiants qui sont lointains à travers un écran, où lui est dans une salle et les étudiants sont lointains, avec différentes modalités d'évaluation, etc., etc. Et donc là, on se retrouve avec un champ de compétences tellement vaste qu'on peut difficilement demander à une personne de maîtriser l'ensemble des compétences. Et c'est là, justement, où l'ingénieur pédagogique va venir en support des profs et des formateurs pour les aider à concevoir des parcours de formation adaptés au public. Alors, tu l'as dit, un champ de compétences de plus en plus vaste, mais c'est également de plus en plus de formations qui sont proposées aujourd'hui à travers les différents organismes qui existent. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus et qu'on peut être amené, si on choisit une formation, à être un peu perdu si on n'a pas les bons réflexes. Comment on peut différencier un organisme d'un autre qui propose, par exemple, une formation similaire dans la communication, dans le marketing, dans les RH ? C'est vrai que moi, je dirais, c'est difficile d'avoir des critères. Alors, on va dire que les critères objectifs, il y a par exemple la norme Calliope. Donc la norme Calliope, c'est une norme que les organismes de formation vont essayer d'obtenir, que beaucoup ont, et qui garantit normalement la qualité des formations qui sont distribuées en direction des étudiants. La norme Calliope impose des critères, les organismes de formation doivent les suivre. Et s'ils ne les suivent pas, ils n'ont plus la norme Calliope, donc qui est donnée par l'État, on va dire. Et dans ce cas-là, ça montre qu'il y a déjà un problème de crédibilité. Pour moi, un autre critère qui, cette fois, est à regarder, parce que Calliope est propre à tous les organismes, finalement. Mais dans le détail, un critère, ce serait déjà la qualité de l'enseignement et notamment le pédigré des formateurs.
En gros, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quel a été leur parcours? Quelles ont été leurs expériences professionnelles? Et quelle est aussi surtout leurs expériences pédagogiques? Parce qu'on peut être un très bon professionnel, mais un mauvais pédagogue. Et si moi j'étais étudiant, une des premières questions que je poserais, par exemple en porte ouverte, ce serait ça. Quel est le pédigré de vos formateurs? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? En quoi ça me garantit actuellement une bonne formation? Et à l'inverse, je dirais que par exemple, le pourcentage de réussite ne dit pas grand-chose de la qualité aujourd'hui d'un organisme de formation. Donc ça veut dire qu'on peut gonfler des chiffres ou alors juste montrer ce qu'on veut montrer? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que en fait, un pourcentage de réussite, si on prend l'exemple de l'éducation nationale, à peu près tous les organismes de formation ont le même pourcentage de réussite obtenu par exemple sur les BTS. Donc là, en soi, c'est pas différenciant. Si on fait un zoom sur la CCI Formation, tu es intervenant depuis plusieurs années, formateur. Ça match avec cet organisme depuis longtemps. Pourquoi? Alors, déjà pour les rencontres que j'ai pu y faire, donc ça c'est très important, donc les personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit parmi les autres formateurs comme parmi le personnel encadrant. Donc ça, c'est vrai que ça cimente, ça donne envie de revenir, parce que j'ai pu y rencontrer des gens intéressants, des personnes qui sont devenues des copains ou des copines ou des amis même d'ailleurs. Également l'ambiance de travail. On n'a pas du tout le sentiment d'être observé, contrôlé en permanence. Pas du tout. Il y a une grande liberté qui nous est laissée dans nos enseignements. Charge à nous après, malgré tout, de respecter les normes qui sont données. Mais en tout cas, il y a une grande liberté dans l'enseignement. Il y a une confiance qui est mise en place. Il y a régulièrement de nouvelles formations qui s'ouvrent également, ce qui est relativement stimulant intellectuellement, puisque forcément, une nouvelle formation qui s'ouvre, c'est un nouveau défi pédagogique qu'il va falloir réussir. Et donc, ça entretient cette stimulation intellectuelle à ce niveau-là. Donc, comme c'est un organisme de formation relativement important, il y a beaucoup de pistes proposées, beaucoup de formations proposées, beaucoup de personnes à rencontrer. Et c'est vrai qu'il y a un goût de reviens-y. Là, ça fait combien de temps à peu près? Environ une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, donc tu as vu passer pas mal de choses aussi au niveau de la formation. Oui. Qu'est-ce que tu as vu comme changement significatif? Parce que le monde a changé, la formation a changé, les apprenants ont changé. Je dirais que le plus gros changement actuellement, c'est très clairement l'hybridation de la formation qui va avec la personnalisation ou l'individualisation. Donc, c'est-à-dire l'arrivée des nouvelles technologies qui ont entraîné de nouvelles méthodes pédagogiques, qui ont entraîné donc de nouveaux usages de l'enseignement par les apprenants eux-mêmes. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouvelles technos qui arrivent sur le marché de la formation, que ce soit des sites internet qui proposent des formations 100% en distanciel, etc. Et ça nécessite de revoir complètement son écosystème d'enseignement, même à un niveau individuel. Et de l'autre côté, nous avons des apprenants biberonnés par exemple aux réseaux sociaux qui veulent de plus en plus d'attention, de plus en plus d'individualisation et de personnalisation. J'ai un problème, est-ce que vous pouvez le gérer, etc. Donc à la fois une évolution de l'individu dans le groupe, une évolution également des méthodes pédagogiques, une évolution des outils technologiques liés à la pédagogie. Est-ce que tu penses qu'à terme, le numérique peut remplacer l'humain? Absolument pas. Pour une raison simple, c'est parce que, alors, quand on parle de l'humain, on parle évidemment du formateur ou du prof, mais on parle aussi et surtout du groupe. Je pense que l'apprentissage se fait principalement par le groupe. C'est en échangeant avec les autres, par les interactions, en échangeant avec les autres, en confrontant des opinions qu'on va faire évoluer sa propre opinion et ainsi apprendre. Moi, par exemple, quand je donne des TP à des étudiants ou même à des professionnels, il y a constamment cette idée de devoir travailler en groupe dans l'échange et dans la confrontation d'idées pour pouvoir amener un résultat. Donc, c'est l'humain à chaque fois dans la transmission, mais aussi et surtout dans l'échange. Et pour être aussi à la page, j'entends souvent dans la formation qu'il faut justement continuer à se former en continu pour être à la page déjà de 1 et pour garder les bonnes pratiques entre guillemets pour l'interaction. C'est vraiment primordial. Alors la formation, quand on est formateur indépendant, est primordiale. Elle est même obligatoire. Alors elle est primordiale pour rester à la page sur les méthodes, ce genre de choses, ce dont on vient de parler. De faire de la veille. Exactement. Et puis elle est obligatoire parce que Calliope, on en parlait tout à l'heure, impose une mise
à jour des compétences des formateurs. Et tous les ans, nous devons prouver que nous nous sommes mis à jour avec des certifications, des titres, des petites formations que nous avons suivies. Donc, elle est à la fois obligatoire et nécessaire. C'est aussi un vrai gage de sécurité, cette mise en place de Calliope, pour éviter qu'il y a eu des abus sur des organismes de formation et donc d'avoir une qualité vraiment par rapport aux apprenants, ce qui est proposé. Effectivement, la norme Calliope est là pour garantir la qualité des enseignements qui sont distribués en direction des étudiants. Alors, il y a 7 critères au total, et un des critères, c'est justement le maintien des compétences et des connaissances des équipes de formation pour pouvoir assurer les cours. Je voulais parler également d'un sujet qui est la communauté de pratique, qui est ici à la CCI Formation. En quoi ça consiste? Dis-moi. Alors, les communautés de pratique, déjà, n'existent pas que dans le monde de la formation. Ça s'est développé, notamment depuis le début des années 2000, notamment dans le monde industriel, dans le monde technologique. Une communauté de pratique est un groupement d'individus qui se sont rassemblés, soit spontanément, soit à l'initiative de l'organisation. Et l'objectif d'une communauté de pratique, c'est de partager justement des compétences, des connaissances et des pratiques du quotidien. L'idée centrale étant que la bonne décision ne vient pas de quelqu'un qui dirige une entreprise, mais de ceux qui font justement le métier sur le terrain. Et donc en échangeant les pratiques entre eux, par exemple des ingénieurs qui échangent des pratiques, ils vont pouvoir monter en compétences en apprenant les uns des autres. Ce qui permet par ailleurs également de piloter des projets et ce genre de choses. Le monde de la formation tend également à aller aussi vers ce genre d'outils en interne. Donc, les communautés de pratique font partie des outils que l'on appelle les outils de knowledge management ou de gestion des connaissances dans les entreprises. Et ça permet beaucoup plus d'horizontalité dans la répartition des tâches, dans le management et beaucoup moins de verticalité. Ce qui, a priori, peut aussi créer de la motivation, entre parenthèses. Et aujourd'hui, dans la formation, on n'est plus seulement sur la transmission de savoir, mais on est aussi sur l'expérience vécue. Comme en entreprise, au final, pour fidéliser ses clients, les organismes, les écoles vont proposer des conférences, des séminaires, différentes activités par rapport aux apprenants. Est-ce qu'au final, on peut avoir ce parallèle-là, justement, avec les entreprises où l'entreprise va fidéliser ses clients, l'organisme de formation, l'école, va fidéliser ses apprenants? Alors effectivement, si on prend l'exemple de la CCI Formation ESC, elle est dans une logique de parcours. C'est-à-dire que la CCI Formation ESC a conçu des parcours de formation qui commencent de bac pour pouvoir emmener à terme les étudiants jusqu'en Master 2. L'idée n'est pas forcément de rentrer dans un rapport de client et de fidélisation. L'objectif est vraiment de proposer une cohérence dans le parcours pédagogique. J'aime par exemple le commerce, sans savoir précisément ce que je veux faire. Je peux rentrer, donc, mettons, avec un bac pro commerce ici, ou après avec un BTS MCO, management, donc, ou un BTS de négociation. Et ensuite, on va me proposer également une licence, soit en marketing digital, ou une licence en négociation. Et ensuite, je peux encore poursuivre. Donc, cette logique de parcours, elle existe déjà dans les diplômes proposés. Ensuite, elle existe effectivement dans les événements qui vont être organisés. Donc, par exemple, des événements pédagogiques où on va organiser des concours de négociation, on va organiser des serious games ou ce genre de choses, mais également dans des événements externes tels que, par exemple, la remise de diplôme qui est organisée par la CCI Formation ESC. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs événements de type pédagogique, de type festif. Et il y a également la création, par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, d'une cellule d'ingénierie pédagogique à la CCI Formation ESC, justement, pour accompagner les formateurs, pour proposer les outils les plus adaptés, j'ai envie de dire, aux apprenants. Encore une fois, par contre, c'est vrai qu'il y a un objectif de satisfaction du client, ça c'est vrai. Donc un objectif de satisfaction de l'étudiant. Oui. Et qui dit satisfaction du client, je rebondis là-dessus, il y a ce sentiment aussi identitaire d'appartenance à l'école qui fait qu'au final, le meilleur commercial pour l'école, c'est au final l'apprenant qui va diffuser le message par rapport à ce qui lui plaît, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai que là également, on rentre dans ce genre de logique, un peu comme par le biais des réseaux sociaux ou des avis Google. C'est vrai que le meilleur ambassadeur, c'est l'étudiant lui-même, finalement. Tu es beaucoup investi, parce que je sais que tu aimes également le sport. Oui. Tu as validé un mémoire il y a quelques années, ça remonte un petit peu ça remonte, effectivement. Sur les sports et les médias, mais bon, moi j'aime bien ce domaine puisque oui. Je viens de là. Est-ce que tu vois également des parallèles entre le sport et la formation
pour réussir déjà sa formation, pour se dépasser, la résilience, des choses comme ça? Personnellement, ce que j'aime dans le sport, c'est déjà le plaisir immédiat qu'on va ressentir. Par exemple, au foot, le fait de marquer un but. Par exemple, au tennis, le fait de réussir un coup et de marquer un point. Donc, c'est vrai qu'il y a un plaisir immédiat. Ça, c'est déjà le premier parallèle. C'est-à-dire, est-ce que l'étudiant ressent un plaisir dans l'enseignement qui va lui être attribué et dans l'apprentissage que lui-même va faire? Donc ça, moi, ça me semble déjà important. Alors, on va peut-être pas parler de plaisir, mais en tout cas d'engagement. D'accord ? Est-ce que cette notion-là, est-ce que cette notion de plaisir va créer de l'engagement ? Est-ce que l'étudiant va s'y retrouver dans ce qu'il va faire ? Donc, il y a vraiment cette notion-là. Ensuite, effectivement, la notion de résilience. Donc là, c'est pareil, si je faisais un parallèle, par exemple avec le vélo, enfin les sports d'endurance, le vélo, la course à pied, c'est compliqué, c'est dur. Et pourtant, quand on part, il faut bien rentrer, on ne peut pas s'arrêter au milieu. Et donc là, c'est pareil. Donc il y a cette idée effectivement de résilience. Quand on est au milieu d'une formation, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout. Mais je pense encore une fois que ça passe par la création ou le maintien de la motivation chez les étudiants. Un petit peu comme comme quelqu'un qui part faire un footing, il a la motivation pour y aller. Et qu'est-ce qui fait qu'il va maintenir cette motivation pendant 10 km, 20 km, 40 km ? Cette motivation, elle vient aussi de cette notion de jeu entre la formation et le sport, de cette gamification. On entend de plus en plus parler de ça également en formation. Tu es assez d'accord là-dessus ? Alors la ludification ou la gamification, effectivement, c'est quelque chose qui infuse actuellement effectivement beaucoup d'éléments dans beaucoup de parties de la pédagogie avec des quiz, des scores. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments qui viennent du jeu vidéo et qui sont repris justement dans cet univers-là, avec un système de points, avec un système de rangs. Plus on marque des points, plus on passe des rangs. Plus on passe des rangs, plus on va accéder à des gains, etc., etc. Ceci dit, est-ce que la ludification, on peut poser la question, est-ce que ça crée de la mémorisation ? Est-ce que ça crée un rapport au savoir et pas uniquement au plaisir de gagner ? La ludification, pour moi, va créer un premier engagement, un premier pas, ce que je vais appeler en tout cas un premier niveau de motivation. Après, est-ce que ça crée l'apprentissage ? Est-ce que ça crée la rétention des informations ? Ça, c'est à voir. Pour moi, c'est pas forcément évident. Par contre, pour répondre à ta question, est-ce que ça infuse ? Alors là, oui, clairement. Ça, on va le retrouver de plus en plus. On pourrait citer des applications, mais je crois qu'il faut en citer au moins 3 ou 4, donc on va éviter. Parfait. Mais en tout cas, je te remercie pour cette première partie. J'aimerais juste, avant de passer sur la deuxième partie, un petit conseil. Voilà, aujourd'hui, je me mets dans la peau d'un consultant. J'aimerais devenir formateur indépendant, comme c'est ton cas. Quel conseil tu pourrais me donner ou nous donner aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent pour vraiment avoir des choses essentielles à maîtriser avant de se lancer? Déjà, savoir de quoi on parle, évidemment. Donc, et alors, je dis ça, c'est pas si anodin. C'est-à-dire que même si on a fait 20 ans de métier, est-ce que je suis en capacité de transmettre ce que j'ai fait ? Je prends toujours l'exemple de la voiture. C'est pas parce que je sais conduire une voiture depuis 25 ans que je suis capable d'expliquer comment marche la voiture. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire que là, on rentre dans ce qu'on appelle la didactique, c'est-à-dire être en capacité de détailler un geste jusqu'à son grain le plus fin, puisqu'on parle de granularité en fait en pédagogie. Est-ce que parce que j'ai fait de la vente pendant 20 ans, je suis capable de détailler le geste de la vente ? Point par point, étape par étape. Donc déjà, c'est repenser peut-être son geste pour pouvoir l'enseigner. Ensuite, effectivement, ça rejoint une des premières questions qui étaient posées. Il faut aimer l'humain, quoi. C'est-à-dire, il faut aimer discuter, il faut aimer parler, il faut aimer aller vers les autres, etc. Et puis enfin, je dirais aussi, toujours se poser la question, non pas ce que j'ai à dire, mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'auront-ils retenu à la fin de mon intervention ? Parce que dire des choses, tout le monde est capable de le faire. Par contre, être capable de transmettre quelque chose que les gens en face vont retenir, ça, c'est une vraie difficulté. J'aime souvent citer cette phrase en pédagogie qui est la suivante, c'est « moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils » Et on se découvre formateur sur le tard ou est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est inné en nous ? Alors là, il y a différents profils. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé l'enseignement, la transmission. Je me suis découvert ça notamment, moi sur le tard plutôt, c'est-à-dire mais sur les bancs de la fac. J'ai adoré la fac, les cours, etc. D'autres personnes font une carrière brillante dans un domaine quelconque, c'est-à-dire par exemple, je citais la vente, le commerce, la communication, l'ingénierie, l'industrie. Et puis, arrivé à 50, 55... envie de transmettre tout ce qui a été emmagasiné. Donc là, on peut dire que ça vient sur le tard. Donc il y a différents profils à ce niveau-là.
Parfait. Bah, écoute, je te remercie, c'est très clair. On a fini De la rien. première partie, Florian. Tu as été très bon. Merci, c'est gentil. On passe à la deuxième partie, on verra si tu l'es tout autant. C'est un quiz de rapidité, de Très spontanéité. bien. Donc tu réponds ce qui te vient directement D'accord. à l'esprit. D'accord. Il n'y a pas de piège. Ça marche. Alors, ingénieur pédagogique ou formateur? Aujourd'hui, ingénieur pédagogique. J'ai pas dit, mais tu as le droit à un joker. 19 ans de mariage ou 19 ans de CCI formation? Alors, je ne suis pas marié, donc je dirais 19 ans de concubinage. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de... La guerre des égos, on est tranquille. Metz ou Nancy? Alors, j'ai été étudiant à Metz et j'ai fait ma carrière professionnelle à Nancy, donc j'ai envie de dire les deux, c'est juste une réponse de Normand. Par contre, ce que j'aimerais voir, c'est au Stade de France, FC Metz contre la SNL. Ah, ça serait très beau. Bon, on n'est pas encore prêt de voir ça tout de suite, mais bon, pourquoi pas. Formation en réel ou formation en distanciel? Oh, toujours formation en réel, même si j'apprécie quand même l'hybridation. Outil collaboratif ou outil individuel? Outil collaboratif, sans hésitation. Et la dernière question, la musique que tu écoutes en travaillant pour te motiver, si tu écoutes de la musique en travaillant. Alors, j'écoute de la musique en travaillant. Alors, un groupe que j'apprécie depuis des années, c'est un groupe britannique qui s'appelle Jungle et que j'écoute en boucle et je peux les écouter. J'ai écouté chacun des albums des milliers de fois et ça me plaît toujours autant. Florian, merci pour ta spontanéité, pour ta franchise sur cet épisode. Et bien surtout, merci à toi. Oui. Le rituel, évidemment, c'est pour toi, c'est quoi une clenche? Alors, pour moi, une clenche, une poignée de porte. Tout En simplement. bon lorrain, oui. Tout Voilà, simplement. Tout Eh ben, simplement. écoute, c'est très bien. On remercie encore une fois la CCI Formation Oui. pour l'accueil, à toute l'équipe, ainsi que la mise à disposition des locaux. Et pour cet épisode, donc c'était très intéressant sur l'ingénierie Bien. pédagogique. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle est ton actualité en 2024 et l'actualité également de la CCI Formation? Alors, mon actualité 2024, c'est me plonger concrètement et à 100% dans l'ingénierie pédagogique. Là, dans une des missions que j'ai pu réaliser dans le cadre de l'ingénierie pédagogique, c'est justement développer la communauté de pratique au sein de la CCI Formation ESC. Et pour l'actualité de la CCI, c'est la préparation de la rentrée qui va arriver finalement assez bientôt puisque ça aura lieu dès fin août avec de nouveaux outils qui sont actuellement en développement, une rentrée qui se prépare avec les plannings et toujours autant d'étudiants qui vont arriver dès septembre 2024. Voilà. Florian, merci beaucoup. Oui. On en a beaucoup appris dans le podcast La Clenche sur l'ingénierie pédagogique. Eh ben, merci Thomas. Et on te dit à bientôt sur le podcast et sur les différentes plateformes d'écoute, à la fois en vidéo et à la fois en version audio. Eh ben, encore merci d'être venu ici. À bientôt. Au revoir, à bientôt, merci.